Dans le vaste monde fascinant des dinosaures, ce qui peut sembler étrange ou inhabituel est souvent relatif et dépend fortement de notre compréhension actuelle des créatures préhistoriques et de leur environnement. Pour explorer ce qui rend certains dinosaures véritablement singuliers, il est essentiel de considérer plusieurs critères fondamentaux: leur morphologie, leur comportement et leurs adaptations spécifiques. Ces critères permettent de distinguer les espèces qui sortent des normes établies par la majorité des dinosaures, que ce soit par leur apparence, leurs habitudes ou leur manière de survivre dans un écosystème parfois très hostile. Commençons par la morphologie, autrement dit, la structure physique d'un dinosaure. Parmi les nombreux groupes, beaucoup présentent des configurations relativement classiques. Un corps robuste, une queue, un crâne proportionné et des membres adaptés à la marche ou à la course. Cependant, certains dinosaures exhibaient des traits vraiment extraordinaires qui défiaient ces standards. Pensez par exemple aux dinosaures aux membres surdimensionnés ou au contraire extraordinairement réduits, comme les bras minuscules du Carnotaurus, ou encore aux épines osseuses formant des crêtes ou des voiles sur le dos, à l'image du Spinosaurus. Ces caractéristiques morphologiques uniques intriguent non seulement les scientifiques, mais participent aussi à la renommée de ces espèces comme étant étranges, car elles divergeaient nettement des modèles typiques. Ces morphologies atypiques soulèvent souvent des questions quant à leur fonction. Pourquoi un dinosaure aurait-il des griffes aussi gigantesques que celles du Therizinosaurus? Ou bien, pourquoi détenir une tête aussi épaisse que celle du Pachycephalosaurus? Il ne s'agit pas simplement d'une bizarrerie esthétique. Ces traits ont généralement une signification biologique: défense, compétition entre individus, attirance sexuelle ou mécanisme d'alimentation unique. Les adaptations morphologiques sont intimement liées au mode de vie et à l'écologie des animaux. C'est ici que le deuxième critère, le comportement, entre en jeu. Les comportements des dinosaures, quoique difficiles à observer directement, peuvent être déduits à partir des fossiles, des empreintes et des comparaisons avec des espèces actuelles apparentées, notamment les oiseaux et les crocodiles. Un dinosaure peut apparaître étrange par le comportement qu'on lui imagine ou qu'on découvre. Par exemple, certaines espèces semblaient vivre en groupe, d'autres en solitaire. Certains pouvaient avoir des techniques de chasse inhabituelles, comme la pêche à la surface ou dans les eaux peu profondes, tandis que d'autres avaient des modes d'alimentation très spécialisés. Le comportement parental est également une piste fascinante qui peut s'écarter des représentations habituelles, loin d'être des monstres féroces indifférents à leur progéniture. Certains dinosaures montraient un soin attentif, comme on l'a suggéré chez l'Oviraptor avec les récentes découvertes. Enfin, le troisième critère est constitué par les adaptations, c'est-à-dire les modifications évolutives qui permettent à une espèce de mieux survivre dans son environnement spécifique. Souvent, ces adaptations sont directement visibles dans la morphologie. Un bec adapté pour casser des coquilles, une queue équipée d'une massue osseuse pour se défendre, ou des membres transformés pour le vol ou la nage. Elles témoignent d'une innovation évolutive notable, fruit des pressions exercées par des conditions écologiques particulières. Un dinosaure peut être jugé inhabituel simplement parce qu'il présente une adaptation qui sort du commun, comme le Microraptor avec ses 4 ailes, une caractéristique extraordinairement rare dans le règne des dinosaures, ou le Spinosaurus dont les adaptations semi-aquatiques ont bouleversé la vision traditionnelle du dinosaure terrestre. Ces 3 aspects, morphologie, comportement, adaptation, sont intimement liés et s'entrelacent souvent dans la définition même de ce qui rend un dinosaure particulièrement atypique. Il ne suffit pas d'avoir une apparence étrange
pour être qualifiés d'inhabituels. Cette apparence doit s'accompagner d'un mode de vie ou d'une adaptation qui sortent de l'ordinaire. En combinant ces critères, les paléontologues peuvent non seulement classer ces dinosaures étranges, mais aussi comprendre pourquoi ils ont évolué de cette manière, quels avantages ils en tiraient et comment ils s'inséraient dans leurs écosystèmes. Ainsi, ce regard croisé nous ouvre la voie vers une exploration plus riche et plus nuancée des dinosaures que nous allons poursuivre à travers les différentes espèces remarquables qui ont marqué leur époque par leur bizarrerie unique. Avant d'entrer dans le détail de ces dinosaures singuliers, il est utile d'avoir en tête ces critères permettant de mieux saisir ce qui fait de certains d'entre eux des créatures aussi fascinantes qu'inattendues. Nous verrons comment, de la taille gigantesque des plus grands sauropodes à la complexité intrigante des petits théropodes volant presque comme des oiseaux, le règne des dinosaures fut un véritable laboratoire d'expérimentations évolutives. En somme, la notion d'étrangeté chez les dinosaures est un prisme à travers lequel on peut observer la diversité presque infinie qu'a connue la vie sur notre planète il y a des millions d'années. Ce prisme révèle comment des forces naturelles ont façonné des formes et des comportements inédits, des adaptations souvent surprenantes mais cohérentes, qui font des dinosaures étudiés non seulement des témoins de l'histoire biologique, mais aussi des sources d'inspiration pour comprendre la complexité et la créativité de l'évolution. Plongeons maintenant dans un panorama fascinant de la diversité incroyable des dinosaures, ces créatures qui ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Pour comprendre pleinement à quel point certains dinosaures sont considérés comme étranges ou inhabituels, il est essentiel d'appréhender l'étendue de cette diversité, tant au niveau de leur taille que de leurs régimes alimentaires et modes de vie. Cette diversité illustre comment, au fil des périodes géologiques, les dinosaures ont su évoluer et s'adapter à des niches écologiques variées, donnant ainsi naissance à des formes aussi impressionnantes qu'insoupçonnées. Commençons par la taille, un des critères les plus visibles chez ces animaux. Le règne des dinosaures comprend certains des plus grands animaux jamais apparus sur la Terre. Les sauropodes, célèbres par leurs longs cous et queues, atteignaient des dimensions phénoménales. Certains, comme Argentinosaurus, dépassaient facilement la trentaine de mètres de long et pouvaient peser jusqu'à 70 tonnes, un poids comparable à celui de plusieurs éléphants réunis. Ces géants herbivores imposants dominaient les paysages préhistoriques, se nourrissant de feuillage en hauteur que peu d'autres créatures pouvaient atteindre. À l'opposé de cette échelle gigantesque, il existait aussi des dinosaures d'une taille minuscule. Parmi eux, le Microraptor, un petit dinosaure théropode, mesurait à peine une cinquantaine de centimètres, presque la taille d'un corbeau moderne. Sa taille réduite et sa morphologie particulière le rapprochent étonnamment des premiers oiseaux, illustrant la diversité étonnante en matière de morphologie dans ce groupe emblématique. On trouve également d'autres petits dinosaures parmi les théropodes, souvent rapides et agiles, qui jouaient un rôle crucial dans les écosystèmes, que ce soit comme prédateurs ou insectivores. Cette diversité de taille s'accompagne d'une variété tout aussi considérable de modes d'alimentation et de comportement. Les dinosaures carnivores, tels que le célèbre Tyrannosaurus rex, étaient souvent de redoutables prédateurs, disposant de dents acérées et puissantes mâchoires, leur permettant de s'attaquer à des proies variées. Certains possédaient des stratégies de chasse complexes, utilisant la vitesse, la force ou la ruse pour capturer leur proie. Plus surprenants peut-être sont les modes alimentaires plus spécialisés, comme ceux de certains théropodes piscivores, qui consommaient principalement du poisson. Par exemple, le Baryonyx, qui possédait un museau allongé et des griffes adaptées
pour attraper ses proies aquatiques. À l'autre extrémité, figurent les dinosaures herbivores, représentant une grande majorité d'espèces. Ces animaux avaient développé des adaptations étonnantes pour se nourrir de végétaux souvent très coriaces. Les sauropodes, déjà mentionnés, dépensaient leur énergie à broyer d'importantes quantités de feuillage, tandis que d'autres, comme les hadrosaures, disposaient de mâchoires complexes, avec des rangées de dents spécialisées en meulage. Certains herbivores portaient même des armures impressionnantes, comme l'ankylosaure, pour mieux se protéger des prédateurs affamés. Cette variété d'adaptations liées à l'alimentation témoigne de la richesse écologique et de l'ingéniosité évolutive des dinosaures. Parmi des groupes moins connus, mais tout aussi intéressants, se trouvent les omnivores, des espèces moins nombreuses, mais ayant un régime alimentaire mixte, leur permettant de tirer profit de différentes sources, à la fois végétales et animales. Cette flexibilité alimentaire était un atout important dans certains environnements changeants ou compétitifs. On remarque aussi une diversité dans les formes de locomotion et dans les comportements sociaux. Certains dinosaures se déplaçaient sur deux pattes, comme les fameux théropodes carnivores, tandis que d'autres, majoritairement les herbivores, marchaient sur quatre membres. Cette différenciation a des répercussions directes sur leur mode de vie et leurs comportements sociaux, comme le paresseux géant que pouvait être un sauropode se déplaçant lentement en troupeau, comparé à la petite agilité du microraptor ou du vélociraptor, probablement des chasseurs rapides et précis. Par ailleurs, la diversité des modes de vie est encore illustrée dans les niches écologiques occupées. Certains dinosaures vivaient dans des plaines arides, d'autres dans des forêts denses, et certains, comme le Spinosaurus, semblent avoir développé des adaptations semi-aquatiques, ce qui est remarquable pour un dinosaure, habituellement perçu comme un animal strictement terrestre. Ces écologies variées montrent que les dinosaures ne se limitent pas à une image uniforme. Ils étaient au contraire un ensemble d'espèces très diversifiées, parfaitement adaptées à une multitude d'environnements. Il est également remarquable de constater, dès cette introduction à la diversité, que certains dinosaures combinent plusieurs extrêmes. Par exemple, certains carnivores peuvent être moyens en taille, mais posséder des capacités spéciales, comme des bras extrêmement courts ou des cornes proéminentes, marquant une singularité dans leur morphologie. Ces différences traduisent des pressions évolutives variées, allant de la compétition directe entre espèces à des adaptations à des ressources alimentaires spécifiques. En résumé, la diversité des dinosaures est une histoire de contrastes fascinants, du minuscule microraptor capable de voler entre les arbres, au mastodonte Argentinosaurus qui dominait les forêts avec sa silhouette imposante, du carnivore féroce au pacifique herbivore bardé d'épines protectrices. Cette gamme impressionnante de taille, de forme et de comportement constitue la toile de fond idéale pour explorer ensuite certains dinosaures qui, par leurs caractéristiques encore plus surprenantes, méritent une attention particulière. Cette richesse et cette variété sont l'écho d'une réussite évolutive éclatante, menée par des millions d'années d'adaptation, de mutation et de sélection naturelle qui nous fascinent encore aujourd'hui. Nous allons maintenant aborder quelques-uns de ces dinosaures aux traits hors du commun, à commencer par le Therizinosaurus, un dinosaure aussi étrange qu'impressionnant, mêlant formes inhabituelles et mystères comportementaux, pour mieux comprendre à quel point les dinosaures peuvent parfois repousser les limites du connu. Le Therizinosaurus est sans doute l'un des dinosaures les plus fascinants et énigmatiques qui ait jamais existé. Avec ses griffes démesurées, dépassant parfois 1 mètre de longueur, il fascine autant qu'il intrigue. Pour bien saisir pourquoi ce dinosaure incarne à merveille
la catégorie des créatures préhistoriques, étranges ou inhabituelles. Il est indispensable d'explorer en détail sa morphologie exceptionnelle, mais aussi les mystères entourant ses comportements alimentaires, encore aujourd'hui débattus par les paléontologues. Découvert dans les années 1940 dans les formations de la Mongolie actuelle, le Therizinosaurus appartient au groupe des théropodes, ce qui est déjà surprenant. Ces dinosaures carnivores, souvent représentés comme des chasseurs agiles et redoutables, semblent paraître à première vue à l'opposé de son profil, qui évoque davantage un végétarien lent et massif. En effet, Therizinosaurus mesurait environ 10 mètres de long pour une masse pouvant atteindre 5 tonnes, avec un corps massif et un cou long lui permettant potentiellement d'atteindre la végétation en hauteur. Mais ce qui retient le plus l'attention, ce sont ses bras dotés de 3 griffes titanesques, longues de plus d'1 mètre chacune, incroyablement fines et acérées. Ces griffes, parmi les plus impressionnantes du règne animal, ont suscité de nombreuses hypothèses quant à leur usage. Initialement, certains chercheurs pensaient que ces énormes griffes servaient à la défense contre les prédateurs ou à la domination lors des combats intraspécifiques, c'est-à-dire entre individus de la même espèce. D'autres les imaginaient comme des outils pour creuser dans le sol ou écorcer les arbres. La plus probable et la plus fascinante est qu'elles étaient utilisées pour récolter de la végétation, notamment pour arracher des branches ou déchirer les feuilles coriaces, suggérant un mode de vie herbivore ou au moins omnivore. Le squelette du Therizinosaurus révèle en outre plusieurs adaptations morphologiques cohérentes avec cette hypothèse alimentaire. Son crâne relativement petit, muni d'un bec dépourvu de dents ou presque, est typique des dinosaures s'alimentant par coupe plutôt que par mastication intensive. Sa posture bipède, mais avec une grande robustesse au niveau du bassin, indique qu'il pouvait se tenir debout pour atteindre des hauteurs inaccessibles aux autres herbivores, tandis que ses membres postérieurs puissants lui fournissaient la stabilité nécessaire. En revanche, la structure même de ses griffes paraît incompatible avec une utilisation purement défensive. Leur forme fine et allongée aurait pu les rendre fragiles en cas de choc violent, ce qui appuie l'idée qu'elles étaient principalement des outils de récolte. Par ailleurs, les griffes de Therizinosaurus présentent une courbure prononcée, idéale pour envelopper et saisir, comme pour cueillir des feuilles ou manipuler la végétation. Plus récemment, l'analyse comparée de ses proches parents au sein de la famille des kératosauriens a apporté des indices supplémentaires. Ces dinosaures, souvent pourvus de griffes similaires mais moins impressionnantes, présentent des traits indiquant une alimentation variée, combinant végétaux et petits animaux. Ainsi, le Therizinosaurus pourrait avoir été un dinosaure opportuniste, adaptant ses comportements alimentaires à la disponibilité saisonnière ou locale des ressources. Le mystère reste toutefois entier sur certains aspects du comportement de ce dinosaure. Par exemple, on ignore si ces griffes, en plus de leur rôle alimentaire, avaient un rôle dans la reproduction ou dans des rituels sociaux. Certains paléontologues ont suggéré qu'elles pouvaient servir à impressionner les partenaires lors des périodes de parade nuptiale, un peu à la manière des plumages colorés chez les oiseaux. Cette hypothèse, bien que difficile à confirmer, est séduisante, car elle explique pourquoi de telles structures exubérantes et coûteuses à produire ont pu être sélectionnées au fil de l'évolution. Un autre point intrigant concerne la locomotion et la posture du Therizinosaurus. Contrairement aux théropodes classiques, rapides et chassant leur proie, ce dinosaure semble avoir adopté une allure plus lente, moins spécialisée pour la course. Sa morphologie générale, avec un centre de gravité déplacé vers l'arrière et des membres antérieurs puissants mais limités dans leur amplitude, fait penser à un animal plus sédentaire.
dont la défense reposait autant sur ses armes naturelles que sur son gabarit imposant. Il est aussi probable que le Therizinosaurus ait évolué dans un environnement forestier dense où la végétation était abondante mais dispersée en hauteur. Cet habitat particulier aurait encouragé le développement de longues griffes pour atteindre la nourriture dans les branches sans devoir forcément se déplacer beaucoup, ainsi qu'un cou rallongé pour étendre la zone d'alimentation. Malgré toutes ces avancées, les fossiles disponibles n'ont pas encore permis de reconstituer intégralement ces modes de vie, ni ses interactions avec les autres espèces. Par exemple, la question de ses prédateurs potentiels reste ouverte, tout comme les stratégies qu'il employait pour se protéger, hormis ses griffes. On peut imaginer que les bras massifs également pouvaient infliger des coups puissants, dissuadant les attaques malencontreuses. Cette ambiguïté, cette zone d'ombre entre caractéristiques défensives, alimentaires et sociales, est précisément ce qui rend Therizinosaurus si captivant. Il incarne à lui seul la complexité de l'évolution et l'adaptation souvent multifonctionnelle des structures animales. Plus qu'un simple dinosaure aux griffes titanesques, il témoigne d'un équilibre subtil entre forme et fonction, adaptation écologique et sélection sexuelle. En somme, le Therizinosaurus est un joyau de l'étrangeté dans le monde dinosaure, par sa morphologie presque surréaliste et les mystères qui entourent encore son comportement. Il fait figure de témoin d'une époque où la nature expérimentait sans cesse, cherchant à maximiser la survie grâce à des innovations parfois surprenantes. Dans les sections qui suivront, nous continuerons à explorer d'autres dinosaures aussi singuliers pour dresser un tableau toujours plus complet et fascinant de ces merveilles disparues. Mais avant cela, il convient de revisiter des espèces qui, quoique plus petites, ont bouleversé les idées reçues sur le soin parental en milieu dinosaure, comme l'Oviraptor, que nous aborderons ensuite. L'Oviraptor, littéralement voleur d'œufs, est un dinosaure dont la réputation a longtemps été mal comprise, donnant naissance à une image erronée qui a persisté durant des décennies. Pourtant, grâce au progrès fulgurant de la paléontologie moderne et à la redécouverte de fossiles clés, cette perception a été profondément révisée. Loin d'être un simple voleur d'œufs, l'Oviraptor apparaît aujourd'hui comme un parent attentionné. Et son histoire illustre parfaitement comment la science évolue et corrige ses erreurs pour mieux comprendre la vie passée. Découvert pour la première fois dans les années 1920 en Mongolie, l'Oviraptor a été baptisé ainsi à cause d'un fossile trouvé près d'un nid d'œufs, initialement attribué à un autre dinosaure. Sur la base de la position de ce squelette, les chercheurs pensaient qu'il pillait le nid pour s'emparer des œufs. Cette interprétation, aussi séduisante qu'elle paraissait, reposait essentiellement sur une hypothèse et un contexte incomplet. En effet, la paléontologie est une discipline où les conclusions évoluent continuellement à mesure que de nouvelles données émergent. Des découvertes effectuées plusieurs décennies plus tard ont permis de retourner complètement cette idée. De nouveaux fossiles d'Oviraptor ont été découverts en position de couvaison, exactement comme le font les oiseaux aujourd'hui. Ces dinosaures reposaient au sommet de leur nid, recouvrant leurs œufs de leur corps et utilisant probablement leurs bras et leurs plumes pour protéger leur progéniture contre les prédateurs et les variations climatiques. Cette posture de couvaison est une preuve indéniable que l'Oviraptor était un parent protecteur impliqué dans le soin de sa descendance. Les dernières analyses, notamment celles utilisant la tomographie et les études sur les microstructures osseuses, ont confirmé l'existence de caractéristiques proches de celles des oiseaux modernes chez l'Oviraptor. Ces traits ont renforcé l'idée qu'il s'agissait d'un dinosaure à sang chaud, possédant des plumes, une température corporelle régulée et des comportements sociaux complexes.
cela change notre regard. Ce n'est plus un voleur opportuniste, mais un animal qui, d'une certaine manière, préparait le terrain pour les comportements parentaux que nous observons chez les oiseaux actuels. Sur le plan morphologique, l'oviraptor possédait un crâne court avec un bec imposant et robuste, dépourvu de dents. Cette structure buccale suggère qu'il ne dévorait pas uniquement les œufs, mais probablement un régime omnivore mêlant graines, petits animaux, coquillages ou même plantes. Cette diversité alimentaire aurait pu le rendre flexible dans un environnement changeant et compétitif. L'étude de ses bras, relativement courts mais puissants, dotés de griffes accommodantes, appuie aussi la capacité à manipuler le nid et les œufs avec soin. Certains fossiles ont révélé des structures semblables à des plumes, utilisées non seulement pour le vol partiel ou la parade, mais aussi sans doute pour protéger les œufs et les petits en régulant la température. Un comportement très avancé pour un dinosaure. Au-delà de la parentalité, le comportement social de l'oviraptor pourrait également avoir été complexe. Des découvertes suggèrent qu'il pouvait vivre, ou au moins se rassembler en groupe, une organisation sociale permettant une meilleure protection des nids et une coopération entre individus. Cette hypothèse s'appuie sur la découverte de sites où plusieurs nids étaient rapprochés, montrant des preuves de comportement collectif. La révision du rôle de l'oviraptor illustre aussi un changement majeur dans la vision globale des dinosaures, qui ne sont plus considérés comme de froides machines reptiliennes, mais comme des créatures dynamiques, parfois intelligentes, dotées de comportements sophistiqués proches des oiseaux modernes. Ces avancées participent à une meilleure compréhension de la continuité évolutive entre dinosaures et oiseaux, un lien qui débute avec des dinosaures comme l'oviraptor. Mais l'oviraptor reste encore mystérieux à plusieurs égards. Par exemple, la nature exacte de son alimentation et de ses interactions avec son environnement sont encore matière à débat. Était-il strictement nidicole, broyant principalement végétaux, ou sa diète était-elle plus carnivore ou omnivore? Quel type de stratégie employait-il face aux prédateurs et à la compétition? Les réponses à ces questions reposent sur de futures découvertes, des analyses plus fines des fossiles et éventuellement des traces indirectes, comme les coprolites, ces fossiles d'excréments pouvant révéler l'alimentation. Ainsi, l'histoire de l'oviraptor nous rappelle combien la paléontologie est un champ en constante évolution, où les idées reçues peuvent être renversées par un nouvel os, une nouvelle technique d'analyse ou un simple détail négligé. Ce dinosaure au passé longtemps mal compris nous invite à un voyage captivant dans le temps, entre certitudes et découvertes, et illustre magnifiquement les merveilles cachées sous la terre, prêtes à révéler des secrets souvent inattendus. Nous voilà désormais prêts à avancer vers une autre incarnation de la bizarrerie préhistorique. Le Carnotaurus, ce redoutable prédateur sud-américain, connu pour ses cornes impressionnantes et ses bras ridiculement petits. Cette exploration nous montrera encore une fois à quel point le règne des dinosaures regorge de créatures qui bousculent les normes attendues. Le Carnotaurus, dont le nom signifie « taureau carnivore », est un des prédateurs les plus singuliers du Crétacé supérieur, à la fois redoutable et étonnant. Réputé pour ses cornes particulières et ses bras ridiculement petits. Sa découverte, effectuée en 1985 en Patagonie, a révolutionné notre compréhension des théropodes et remis en question plusieurs idées préconçues sur l'anatomie et le comportement des dinosaures carnivores. Commençons par décrire son physique pour saisir l'étrangeté de ce dinosaure. Le Carnotaurus mesurait environ 7 à 9 mètres de long, faisant de lui un prédateur de taille moyenne, assez agile mais assez robuste. Ce qui le distingue immédiatement, ce sont ses 2 courtes cornes au-dessus des yeux, caractéristiques atypiques
pour un théropode. Ces cornes osseuses, relativement courtes mais épaisses, évoquent l'image d'un taureau et diffèrent ainsi des crêtes osseuses plus fines ou des bosses présentes chez d'autres dinosaures carnivores. Elles auraient pu jouer plusieurs rôles, allant de la parade sexuelle à la défense en combat contre ses congénères ou d'autres prédateurs. Mais ce qui intrigue davantage, ce sont les bras du Carnotaurus, si petits et atrophiés qu'ils semblent presque inutiles, encore plus réduits proportionnellement que ceux du célèbre Tyrannosaurus rex. Chacun de ses bras était doté de 5 doigts, mais la plupart étaient réduits et fragiles, à l'exception de 2 ou 3 griffes qui pouvaient possiblement servir à des fonctions précises, malgré leur petite taille. Cette particularité soulève un véritable mystère chez les paléontologues. À quoi pouvaient bien servir ces membres si minuscules, incapables d'attraper efficacement des proies? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette particularité anatomique. Certains chercheurs suggèrent que les bras de Carnotaurus furent presque abandonnés dans le cadre d'une spécialisation évolutive vers une tête particulièrement puissante et des mâchoires redoutables, soulignant que la chasse et la capture des proies reposaient avant tout sur sa bouche et sa taille immense. Il existait une forte concentration musculaire et des adaptations pour une morsure rapide et puissante, ce qui aurait rendu les bras quasiment inutiles, une sorte de compromis évolutif. D'autres hypothèses plus originales envisagent que ces petits bras servaient à des fonctions spécifiques et précises, peut-être dans des interactions sociales. Par exemple, on avance l'idée qu'ils pouvaient aider lors des accouplements, pour maintenir la femelle ou participer à des rituels de parade. Cette théorie, bien qu'encore sujette à débat, montre combien l'évolution n'est pas toujours linéaire et que certaines caractéristiques apparemment inutiles peuvent conserver un rôle crucial dans des comportements particuliers. La structure du crâne du Carnotaurus est également révélatrice. Avec un museau court et large, il était parfaitement adapté à des morsures puissantes, probablement pour agripper et maîtriser des proies robustes, peut-être même d'autres dinosaures. Ses dents pointues et légèrement courbées témoignent de capacités de prédation bien développées, tandis que ses orbites relativement petites, accompagnées des cornes, accentuent l'expression de force et de robustesse du visage, probablement utilisées aussi dans des luttes intra-espèces. Du point de vue locomotion, Carnotaurus semble avoir été capable de mouvements rapides et efficaces. Ses longues pattes arrière, fines mais puissantes, indiquent une aptitude à la course, sans doute pour la chasse active. Sa queue, robuste et musclée, fonctionnait comme un contrepoids essentiel pour équilibrer son corps lors de ses déplacements rapides et précis. Un autre aspect remarquable du Carnotaurus est sa peau. Exceptionnellement bien conservée sur certains fossiles, elle montrait un aspect écailleux, recouvert de petites plaques osseuses, appelées ostéodermes. Contrairement à ce que l'on observe chez d'autres dinosaures, il ne semble pas avoir eu de plumes. Ces ostéodermes pouvaient offrir une protection supplémentaire, jouant peut-être un rôle dans les combats ou pour la défense contre les blessures. Les cornes et l'ensemble de la tête massive ont conduit à la proposition, selon laquelle le Carnotaurus aurait pu adopter des comportements agressifs, non seulement pour la chasse, mais aussi pour la hiérarchie sociale ou la défense du territoire. L'importance des cornes dans la communication visuelle chez les animaux actuels laisse penser que ces structures jouaient un rôle dans la reconnaissance des individus, ou comme signal d'avertissement. Le mystère des bras minuscules du Carnotaurus continue de nourrir les imageries populaires, mais derrière cette bizarrerie apparente se cache en réalité un exemple fascinant de spécialisation évolutive. Ce dinosaure démontre comment certains traits peuvent perdre leur fonction primaire,
Ici, la manipulation et la capture, au profit d'autres capacités, notamment la puissance masticatoire et la vitesse. Ainsi, le Carnotaurus nous invite à réfléchir sur la polyvalence des adaptations morphologiques et leur lien avec le comportement. Il n'est pas simplement un prédateur plus ou moins classique, mais un exemple unique d'évolution dont le mélange d'éléments familiers et de traits improbables fait de lui un personnage clé dans notre exploration des dinosaures les plus étranges. Après cette plongée dans l'univers du Carnotaurus, aux bras minuscules mais aux cornes redoutables, nous poursuivrons notre voyage dans le blindage incroyable et les armes défensives hors du commun, proposées par des dinosaures comme l'ankylosaure, avec sa massue caudale si célèbre. Cette transition nous ouvre une nouvelle facette des adaptations uniques que la nature a peut-être inventées dans l'histoire des dinosaures. L'ankylosaure est l'un des dinosaures les plus emblématiques lorsqu'il s'agit de parler de défense et de protection extrême. Ce dinosaure quadrupède, appartenant à la grande famille des ankylosauridés, est remarquable par son blindage exceptionnel qui recouvrait tout son corps, et bien sûr, par sa massue caudale unique, véritable arme de guerre naturelle. Son anatomie et ses adaptations font de lui un exemple parfait d'animal blindé, dont l'évolution a favorisé la survie via des moyens défensifs hors du commun, loin des stratégies offensives plus classiques des prédateurs. Pour comprendre l'ankylosaure, il faut d'abord imaginer un animal de taille modeste, mesurant généralement autour de 6 à 8 mètres de long, mais à la carrure massive et basse, sur pattes. Son dos et ses flancs étaient littéralement recouverts par une armure composée de plaques osseuses imbriquées, appelées ostéodermes, qui forment une cuirasse épaisse et résistante. Ce blindage solide assurait une protection passive contre les attaques, évitant que les prédateurs ne puissent facilement transpercer sa peau. Mais ce n'est pas tout. Des épines osseuses décoratives, pointues et parfois énormes, étaient disposées le long de ses flancs et de sa queue, augmentant encore la difficulté pour un prédateur d'attaquer efficacement. Au-delà de ce blindage passif, l'ankylosaure possédait une arme défensive remarquablement sophistiquée, une massue osseuse tout au bout de sa queue. Cette massue était constituée de plusieurs 6 os fusionnés pour créer une structure circulaire et très épaisse, quasi indestructible. L'ankylosaure pouvait ainsi utiliser sa queue comme un véritable gourdin, capable d'infliger des coups puissants et destructeurs aux prédateurs ou aux rivaux. Les études biomécaniques suggèrent que cette queue pouvait atteindre une vitesse et une force impressionnantes, suffisamment pour casser des os ou éventrer un attaquant. Cette combinaison d'armure corporelle et d'armes actives fait de l'ankylosaure un spécimen unique parmi les dinosaures. Tandis que beaucoup d'autres dinosaures herbivores dépendaient principalement de leur taille ou de leur vitesse pour échapper aux carnivores, l'ankylosaure a évolué sur une stratégie de défense quasi militaire, parant les coups de ses ennemis pour mieux riposter avec sa massue. Le crâne de l'ankylosaure était aussi adapté à ce mode de vie. Large et plat, il présentait une ossification importante, contribuant à sa robustesse générale. Ses mâchoires fortes, équipées de dents en forme de feuilles, lui permettaient de broyer efficacement les plantes dures, ce qui se combine à sa capacité à vivre dans des environnements parfois arides où la végétation pouvait être coriace. Les fossiles retrouvés, notamment en Amérique du Nord et en Asie, témoignent souvent d'empreintes de blessures sur les os, compatibles avec des impacts répétés, probablement dus à la défense contre des prédateurs, comme le Tyrannosaurus. Ces marques indiquent que l'ankylosaure n'était pas simplement un passif blindé, mais qu'il savait utiliser activement son corps pour se défendre. Au-delà de l'aspect purement défensif, certaines études avancent l'idée que la massue de la queue pouvait aussi jouer un rôle lors des combats entre mâles pour la domination ou l'attribution de territoire.
Ce serait une forme de parade ou de rivalité, où la queue blindée jouait un rôle dans des échanges violents mais rituels, comme on peut le voir chez certains animaux modernes avec leur bois ou leurs cornes. L'architecture robuste de ses membres, courts mais puissants, permettait à l'ankylosaure de supporter le poids de cette armure et de sa massue, tout en conservant une mobilité suffisante pour esquiver ou attaquer. Ceci contraste nettement avec d'autres herbivores plus graciles, montrant comment le corps entier de l'ankylosaure était une machine parfaitement optimisée pour la défense. Au fil des millions d'années d'évolution, cet équilibre entre protection passive et offensive a fait de l'ankylosaure un survivant remarquable dans un monde rempli de prédateurs voraces. Sa silhouette en forme de tank préhistorique inspire encore aujourd'hui une profonde admiration, mêlant force brute, ingénierie naturelle et adaptations uniques. En résumé, l'ankylosaure est un témoignage vivant de la créativité évolutive. Un dinosaure qui a fusionné armure et armes en une combinaison redoutable, lui permettant de défendre sa vie et sa progéniture efficacement. Sa massue caudale reste un symbole par excellence d'arme biologique, véritable chef-d'œuvre de la nature. Prochainement, nous explorerons une autre créature aux traits tout aussi extraordinaires, l'Amargasaurus, que l'on reconnaît immédiatement à ses mystérieuses épines cervicales, dont la fonction reste encore largement débattue. Ce voyage au cœur des adaptations insolites des dinosaures continue, toujours aussi fascinant et riche en surprises. L'Amargasaurus, découvert dans les formations du Crétacé inférieur en Argentine, est un dinosaure sauropode particulièrement fascinant grâce à ses étranges épines cervicales, qui lui confèrent une silhouette immédiatement reconnaissable et déroutante. Cette créature, qui mesurait environ 10 mètres de long, se distingue des autres sauropodes classiques par une série de longues épines osseuses émergentes le long de son cou et du haut de son dos, dont la fonction exacte a longtemps suscité le mystère et l'interprétation variée. Pour mieux comprendre l'Amargasaurus, il faut d'abord visualiser ses épines, longues et effilées, qui poussaient en paires symétriques le long de ses vertèbres cervicales. Contrairement à d'autres sauropodes, dont le cou est simplement long et élancé, ici, chaque vertèbre possédait une double épine osseuse s'étirant vers le haut, certaines pouvant atteindre jusqu'à 60 cm de haut, formant ainsi une sorte de crête ou de double rangée, aux allures très particulières. La question qui a longtemps taraudé les paléontologues est: à quoi servaient ces structures uniques? Plusieurs hypothèses ont été proposées afin d'expliquer la fonction de ces épines cervicales. La première et la plus intuitive est qu'il s'agissait d'une forme de défense passive contre les prédateurs. Leur hauteur et disposition pouvaient décourager des attaques venant du dessus, notamment de prédateurs capables d'atteindre le cou, une zone sensible chez les sauropodes. Cependant, leur finesse relative pourrait limiter leur efficacité comme barrière absolue, surtout si elles étaient uniquement osseuses. Une hypothèse populaire veut que ces épines aient supporté un voile de peau ou un fanon, formant une sorte de voile dorsal ou de double crête. Ce voile aurait pu être coloré et utilisé comme un signal visuel important, servant à la communication intraspécifique, que ce soit pour la parade nuptiale, l'intimidation face à des rivaux, ou encore comme moyen de reconnaissance entre individus. À ce titre, l'Amargasaurus pourrait être comparé aux animaux modernes, comme certains reptiles ou mammifères, qui arborent des structures ressemblant à des voiles dorsaux pour affirmer leur présence ou lutter pour un partenaire. Une autre possibilité envisage que ces épines aient aidé à la thermorégulation. Elles auraient pu dissiper la chaleur en augmentant la surface corporelle exposée au vent ou au soleil, aidant ainsi l'animal à réguler sa température dans un climat probablement chaud et parfois aride.
Cette fonction est analogue à celle proposée pour le célèbre Dimétrodon, bien que les structures soient différentes. Le sang circulant dans des tissus associés à ces épines pourrait en effet faciliter l'échange thermique, ce qui serait crucial pour un grand animal tel que l'Amargasaurus. Des études récentes, incluant des analyses microscopiques des épines, ont montré la présence possible de tissus mous, voire de kératine, suggérant que ces épines pouvaient avoir été recouvertes d'une matière protéinique résistante, pouvant rendre la structure plus rigide ou même conférer une certaine souplesse à la crête. Cette observation soutient l'idée d'un rôle complexe, mêlant protection physique et fonction sociale. Sur le plan évolutif, la présence de telles épines chez l'Amargasaurus témoigne d'une expérimentation morphologique dans le groupe des sauropodes. Alors que la majorité de ces géants herbivores ont misé sur la taille et la hauteur pour se protéger, Amargasaurus a adopté une stratégie différente, jouant sur une architecture corporelle particulière, pour se démarquer et survivre. Enfin, la disposition symétrique et répétée le long des vertèbres implique un développement contrôlé génétiquement, soulignant l'importance probable de ces structures dans le mode de vie de l'animal. Plus qu'une simple curiosité anatomique, ces épines cervicales représentent vraisemblablement un trait essentiel de son identité écologique et comportementale. Ainsi, l'Amargasaurus illustre magnifiquement comment la nature peut produire des formes inattendues, où défis morphologiques et fonctions complexes cohabitent. Il ne s'agit pas simplement d'un sauropode à grandes épines, mais d'un dinosaure dont l'évolution a sculpté des structures multidimensionnelles, à la fois armes, instruments de communication et régulateurs thermiques. Après cette plongée dans les merveilles osseuses de l'Amargasaurus, nous nous dirigerons vers un autre dinosaure au crâne remarquable, le Pachycephalosaurus, connu pour son crâne incroyablement épais, qui soulève à son tour des questions fascinantes sur ses comportements possibles, entre duel et parade. Notre exploration des dinosaures étranges continue, toujours plus riche et captivante. Le Pachycephalosaurus est sans doute l'un des dinosaures les plus fascinants lorsqu'on évoque des formes étranges et mystérieuses, principalement en raison de son crâne exceptionnellement épais et massif. Ce dinosaure herbivore, qui vécut à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années en Amérique du Nord, est immédiatement reconnaissable grâce à cette voûte crânienne phénoménale, une caractéristique qui a suscité de nombreuses interrogations concernant son usage. S'agissait-il d'un outil de combat, d'un objet de parade sexuelle ou d'une combinaison des deux? Le crâne du Pachycephalosaurus pouvait atteindre jusqu'à 25 cm d'épaisseur, ce qui est extraordinairement épais comparé à la taille globale du dinosaure, qui mesurait environ 4,5 à 5 mètres de long. Cette structure osseuse massive est surmontée d'une forme bombée et arrondie, parfois ornée de petites excroissances et nodules osseux qui renforçaient encore son aspect robuste et spectaculaire. La question cruciale pour les paléontologues a toujours été: pourquoi un animal développerait-il un casque si épais? Si la théorie la plus classique et la plus largement acceptée est celle du duel. Selon cette hypothèse, le Pachycephalosaurus utilisait son crâne comme un véritable casque lors de combats ritualisés entre mâles. Ces affrontements, similaires à ceux que l'on peut observer chez certains animaux modernes, comme les mouflons, consistaient en des charges frontales où les individus s'affrontaient en se percutant la tête pour déterminer qui est le plus fort. Ce type de combat, bien que potentiellement risqué, peut être un moyen efficace d'établir une hiérarchie sociale ou d'accéder à des partenaires sexuels. Plusieurs indices soutiennent cette idée. Des fossiles de crâne de Pachycephalosaurus portent des traces de cicatrices
fractures et remodelages osseux, compatibles avec des impacts violents répétés. Ces blessures guéries indiquent que ces animaux avaient non seulement la capacité de supporter des chocs importants, mais aussi qu'ils y survivaient, suggérant que ces affrontements n'étaient pas des combats mortels systématiques, mais plutôt des rituels sociaux. Toutefois, d'autres chercheurs proposent que ce crâne épais pourrait également avoir servi à la parade plutôt qu'au combat. Dans ce contexte, la forme et la taille imposante du casque auraient une fonction visuelle, un signal destiné à impressionner les rivaux ou séduire les femelles sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'au combat physique. Cette fonction de casque d'apparat s'inscrit parfaitement dans le comportement observé chez beaucoup d'espèces actuelles, où les caractéristiques morphologiques développées sont utilisées à des fins de communication et de démonstration. Il est aussi envisageable que le Pachycephalosaurus combinait ces deux fonctions. D'une part, utiliser son crâne comme une arme dans des duels rituels, et d'autre part, faire de cette structure un signe distinctif visible à distance, participant ainsi au choix du partenaire et à la reconnaissance sociale. Cette double hypothèse répondrait à l'extraordinaire complexité des comportements chez ces animaux et montre à quel point l'évolution peut générer des traits multifonctionnels. Les autres parties du corps du Pachycephalosaurus, relativement modestes en comparaison du crâne, renforcent cette idée. Son cou solide, mais pas particulièrement puissant, laisse penser que la force résidait surtout dans la tête. De plus, ses membres postérieurs étaient adaptés à une course rapide, suggérant qu'il pouvait esquiver les affrontements les plus dangereux s'il le souhaitait. Par ailleurs, la découverte de fossiles avec des variations dans la forme et la taille du crâne parmi les pachycéphalosaures soulève la question de la maturité et de la variation entre mâles et femelles, ce qui est crucial pour comprendre la fonction du casque dans les dynamiques de groupe. Au-delà de son crâne impressionnant, ce dinosaure incarne un exemple fascinant de la manière dont la sélection naturelle et sexuelle peuvent modeler des traits anatomiques hors du commun, qui dépassent la simple fonction mécanique pour revêtir un rôle comportemental et social complexe. En conclusion, le crâne épais du Pachycephalosaurus est un emblème de son étrange et inhabituel brevet évolutif. Un casque à la fois arme et ornement, reflet des luttes sociales et des rituels de parade dans un monde préhistorique souvent rude. Cette capacité à mixer fonction et symbolique fait de lui un sujet passionnant, qui continue de captiver paléontologues et passionnés. Après avoir exploré les mystères du Pachycephalosaurus, nous nous dirigerons vers un autre dinosaure curieux, le Masiakasaurus, dont les dents pointant vers l'avant suggèrent une spécialisation alimentaire unique, témoignant encore une fois de l'incroyable diversité et créativité de l'évolution chez les dinosaures. Le Masiakasaurus est un petit dinosaure théropode découvert à Madagascar et daté du Crétacé supérieur, il y a environ 70 millions d'années. Il est particulièrement remarquable parce qu'il possède une dentition tout à fait inhabituelle dans le monde des dinosaures carnivores. Ses dents antérieures pointent résolument vers l'avant, donnant à son museau une allure curieuse et intrigante, très différente des formes classiques des prédateurs de son époque. Cette particularité dentaire suggère une spécialisation alimentaire unique et révèle ainsi les incroyables adaptations évolutives auxquelles il a dû faire face. Pour bien comprendre l'étrangeté du Masiakasaurus, il faut imaginer un dinosaure d'environ 2 à 3 mètres de long, de silhouette relativement légère et svelte, ce qui lui permettait vraisemblablement de se déplacer rapidement. Son museau est étroit et allongé, garni de ces fameuses dents qui pointent vers l'avant et vers l'extérieur, formant une sorte de peigne ou de fourchette naturelle. Cette configuration dentaire
est extrêmement rare chez les dinosaures, qui possédaient généralement des dents aiguisées et droites, adaptées pour saisir et déchirer des proies. L'étude de sa dentition a conduit les paléontologues à plusieurs hypothèses sur son régime alimentaire et ses stratégies de chasse. En raison de ses petites dents antérieures, le Masiakasaurus ne repousserait pas face aux proies agiles ou aux organismes difficiles à attraper. Certains pensent qu'il s'agissait d'un chasseur de petits vertébrés, d'insectes, voire de petits poissons, qu'il pouvait capturer avec agilité grâce à la projection avant de ses dents. Ses dents inclinées auraient aidé à saisir des proies glissantes ou mobiles, améliorant la prise en avant du museau. Cette hypothèse est également renforcée par la comparaison avec certains animaux modernes qui possèdent des dents dirigées vers l'avant, comme certains oiseaux piscivores ou mammifères insectivores. Chez ces animaux, la dentition pointée vers l'avant facilite la capture rapide et précise d'animaux difficiles à attraper dans des milieux complexes, comme les zones humides, les rivières ou les zones arbustives. Mais le Masiakasaurus ne se limite pas forcément à un régime carnivore strict. Certaines observations suggèrent qu'il pouvait inclure également dans son alimentation des végétaux ou des fruits, ce qui ferait de lui un omnivore opportuniste. Cette alimentation mixte est parfaitement compatible avec un environnement riche mais concurrentiel, où la flexibilité alimentaire est souvent un atout décisif pour la survie. Sur le plan écomorphologique, la spécialisation des dents du Masiakasaurus souligne la capacité des dinosaures à occuper des niches écologiques très variées, même chez des groupes apparemment standardisés, comme les théropodes. Cette diversité alimentaire témoigne aussi de la complexité des écosystèmes du Crétacé à Madagascar, où coexistaient de nombreuses espèces parfois très différentes. Enfin, la structure de la mâchoire et la disposition des dents suggèrent que le Masiakasaurus pouvait avoir un mécanisme de mastication ou d'arrachage très fin, lui permettant de manipuler ses proies ou nourriture avec précision. Il ne s'agissait pas d'un simple prédateur à griffes et dents, mais bien d'un animal doté d'une adaptation morphologique poussée pour un mode de vie spécialisé. Ainsi, le Masiakasaurus, avec ses dents pointant vers l'avant, est un exemple éclatant de la créativité évolutive chez les dinosaures. Cette morphologie inhabituelle lui conférait un avantage unique dans son environnement, lui assurant une place à part dans la grande histoire de la vie préhistorique. Après avoir découvert cette incroyable spécialisation alimentaire, nous exporterons bientôt vers le monde des dinosaures ailés avec le Microraptor, un petit théropode à 4 ailes qui, lui aussi, illustre de manière saisissante la diversité extraordinaire au sein des dinosaures. Le Microraptor est un petit dinosaure qui résume à merveille l'étrangeté et la diversité de formes que peut revêtir cette fascinante famille d'animaux disparus. Découvert dans les bassins fossilifères du Liaoning en Chine, datant du Crétacé inférieur, il mesure à peine une 50aine de centimètres de long, ce qui en fait l'un des plus petits dinosaures connus. Mais au-delà de sa taille, ce qui rend le Microraptor particulièrement exceptionnel, c'est sa morphologie unique, qu'on pourrait qualifier de A4L, un trait qui défie clairement les conventions classiques, laissant penser aux dinosaures comme des créatures exclusivement terrestres. Le Microraptor appartient à un groupe de petits théropodes appelés Dromaeosauridés, proches des ancêtres des oiseaux modernes. Ce qui le distingue est la présence d'un système d'ailes primitif. Non seulement ses avant-bras étaient couverts de longues plumes, ressemblant à celles des ailes d'un oiseau, mais ses pattes postérieures arboraient également des plumes longues et symétriques, formant ce que les spécialistes appellent des Ailes Hindwings. Cette double paire d'ailes a donné lieu à de nombreuses études pour déterminer comment cet animal volait, ou du moins planait. L'hypothèse la plus acceptée
et que le Microraptor utilisait ses 4 ailes pour effectuer un vol plané entre les arbres. Son habitat forestier dense expliquait ce mode de locomotion. Il pouvait sauter d'une branche à l'autre en utilisant ses ailes postérieures pour stabiliser son vol ou freiner son atterrissage, tandis que les ailes antérieures lui fournissaient la portance nécessaire. Cette capacité lui permettait de fuir efficacement les prédateurs et de chasser des petites proies arboricoles, telles que des insectes ou des petits vertébrés, contournant ainsi les limites qu'impose un déplacement strictement terrestre. Le squelette du Microraptor révèle aussi d'autres adaptations liées à ce mode de vie particulier. Ses doigts étaient longs et griffus, idéaux pour saisir les branches avec précision et stabilité. Sa queue était également allongée, rigide et recouverte de plumes, fonctionnant comme un gouvernail pour diriger le vol et maintenir l'équilibre. Tout cela témoigne d'une évolution très poussée vers un comportement arboricole, combiné à une capacité aérienne, une phase clé dans l'histoire évolutive liant les dinosaures aux oiseaux. Les plumes du Microraptor sont un témoignage capital de l'origine aviaire des oiseaux. Non seulement elles étaient complexes, avec un rachis central et des barbes latérales, mais elles étaient aussi pigmentées, selon les recherches récentes, ce qui implique que ce dinosaure avait des couleurs pouvant jouer autant un rôle dans le camouflage que dans la communication visuelle. L'apparition de ces couleurs et plumes sophistiquées chez le Microraptor confirme l'idée que les comportements sociaux et les stratégies de communication visuelle sont bien plus anciens que ce que l'on pensait. Sur le plan comportemental, le Microraptor devait être extrêmement agile et rapide. Son petit gabarit s'associait à une grande efficacité dans la capture d'une grande variété de proies, utilisant tant l'environnement aérien qu'arboricole comme terrain de chasse. Cette coexistence entre la vie dans les arbres et la capacité à évoluer dans l'air ou à planer illustre un stade évolutif unique, à la croisée des chemins qui mèneront plus tard aux oiseaux. La découverte du Microraptor a profondément modifié notre compréhension de l'évolution du vol chez les dinosaures. Plutôt que de considérer le vol comme une simple acquisition soudaine chez les premiers oiseaux, nous comprenons mieux qu'il s'agissait d'un processus progressif, avec différents types de vols ou de planées. Microraptor est une pièce maîtresse de ce puzzle, en incarnant un dinosaure volant à 4 ailes. Un modèle expérimental, enchantant la paléontologie par son originalité et l'ampleur des questions qu'il soulève. Au-delà de son rôle scientifique, Microraptor séduit aussi par son aspect presque féerique, un petit dinosaure qui, entre ciel et feuillage, incarne la merveille de la vie ancienne, où innovation et beauté s'alliaient dans une danse d'ingéniosité. Ces découvertes nous rappellent que la nature est une source infinie d'inventions, capable de créer des créatures aussi inattendues que captivantes. Cette exploration du Microraptor à 4 ailes nous prépare désormais à plonger dans les profondeurs aqueuses, en rencontrant le Spinosaurus, le géant semi-aquatique dont les adaptations uniques ont bouleversé les idées reçues sur les capacités de nage chez les dinosaures. Nous poursuivrons ainsi notre voyage au cœur du règne des dinosaures étranges, où chaque espèce porte en elle un secret à découvrir. Le Spinosaurus est sans conteste l'un des dinosaures les plus extraordinaires et mystérieux qui ait foulé la Terre durant le Crétacé. Ce dinosaure acquiert une place particulière dans la collection des formes étranges en raison de ses adaptations semi-aquatiques qui ont révolutionné notre compréhension des modes de vie des grands théropodes, traditionnellement perçus comme exclusivement terrestres. Cependant, cet aspect unique alimente aussi depuis plusieurs années une vive controverse scientifique concernant ses capacités réelles à évoluer dans l'eau et plus précisément sur sa manière de nager.
Découvert pour la première fois en Égypte dans les années 1910, le Spinosaurus attirait déjà l'attention grâce à sa taille impressionnante, pouvant dépasser les 15 mètres de long, faisant de lui l'un des plus grands dinosaures carnivores connus. Ce qui frappait le plus chez lui était sa voile dorsale formée de longues épines osseuses, dépassant parfois 1 mètre de hauteur. Cette voile exceptionnelle, combinée à des caractéristiques morphologiques très inhabituelles, laisse présager un mode de vie très différent de celui des autres grands théropodes, comme le Tyrannosaurus. L'interprétation moderne de ces adaptations semi-aquatiques s'appuie sur des découvertes plus récentes de fossiles presque complets, effectués principalement au Maroc, qui ont révélé plusieurs particularités anatomiques très évocatrices. Parmi elles, la forme allongée et aplatie de son museau rappelle celle des crocodiles, parfaitement adaptée à la pêche. De plus, sa dentition conique, non tranchante mais robuste, est idéale pour capturer et retenir des poissons glissants. Ses narines hautement positionnées sur le crâne permettent de respirer tout en gardant la majeure partie de la tête sous l'eau, ce qui est un autre signe d'adaptation à un environnement aquatique. Par ailleurs, ses membres postérieurs, relativement courts comparés à son corps, semblent moins adaptés à la course rapide terrestre que chez d'autres théropodes. Cette particularité, combinée à la forme élancée et musclée de sa queue, suggère un usage aquatique important. En effet, on pense aujourd'hui que la queue du Spinosaurus fonctionnait presque comme une véritable nageoire puissante, permettant des mouvements ondulatoires pour propulser l'animal dans l'eau, à la manière des crocodiles modernes. Cette hypothèse de nage semi-aquatique a toutefois déclenché un intense débat dans la communauté scientifique. Certains paléontologues se montrent sceptiques quant à l'efficacité réelle du Spinosaurus dans un milieu purement aquatique, arguant que la structure de ses membres inférieurs ne serait pas compatible avec une nage prolongée et que son centre de gravité, redevenu plus centré, pourrait lui faire perdre l'équilibre hors de l'eau. Il suppute qu'il pouvait davantage vivre à proximité des cours d'eau ou des lacs, utilisant ses capacités pour pêcher, mais restant principalement terrestre. Les rares empreintes attribuées à ce dinosaure, ainsi que la comparaison avec les animaux semi-aquatiques actuels, enrichissent cette controverse. Certains modèles informatiques et expérimentations en soufflerie soutiennent l'idée d'un animal capable de nager de manière efficace, tandis que d'autres soulignent des limitations mécaniques et énergétiques. Quant à la fameuse voile dorsale, ses fonctions restent également sujettes à débat. Plusieurs thèses coexistent, celle d'un thermorégulateur permettant de dissiper ou capter la chaleur, mais aussi celle d'un organe de parade visuelle, destiné à impressionner les partenaires ou les rivaux. Peut-être combinait-elle ces rôles, un trait d'autant plus important dans des écosystèmes variés. Malgré les controverses, il est indéniable que le Spinosaurus s'inscrit comme un exemple frappant d'expérimentation évolutive. Sa morphologie, à la croisée des mondes terrestres et aquatiques, illustre à quel point la nature peut produire des formes originales et multiples solutions face aux contraintes écologiques. Au-delà de son importance scientifique, le Spinosaurus fascine également par son apparence spectaculaire et son statut de dinosaure semi-aquatique, une catégorie jusqu'alors presque inexistante. Il témoigne de la complexité écologique du Crétacé et ouvre des perspectives nouvelles sur les comportements et adaptations des dinosaures. Dans les prochaines étapes de notre voyage, nous explorerons d'autres prédateurs aquatiques ou semi-aquatiques, notamment le Baryonyx et le Suchomimus, qui partagent plusieurs caractéristiques avec le Spinosaurus, mais apportent leurs propres spécificités et mystères. Cette exploration nous aidera à mieux comprendre la variété des formes et stratégies chez les dinosaures prédateurs, à crochet et museau allongé. Parmi les dinosaures carnivores qui ont choisi un mode de vie lié à l'eau,
deux représentants emblématiques émergent, Baryonyx et Suchomimus. Ces deux théropodes, proches parentés issus du groupe des Spinosauridés, illustrent parfaitement la spécialisation vers la chasse aux poissons, une adaptation rare et fascinante chez les dinosaures. Leur morphologie distinctive, notamment leurs museaux allongés étroits et leurs crochets dentaires, soulignent un mode de vie semi-aquatique, tirant parti des ressources aquatiques dans des environnements fluviaux et lacustres du Crétacé. Le Baryonyx, découvert dans les années 1980 en Angleterre, était d'une taille moyenne pour un grand prédateur, mesurant environ 9 mètres de long. Son nom signifie littéralement « griffe lourde », en référence à sa spectaculaire griffe en forme de faucille longue et courbée, située sur son premier doigt, qui semblait parfaite pour capturer et tenir fermement des proies glissantes. Le museau du Baryonyx était long, étroit et aplati, rappelant celui des crocodiles actuels, et il possédait une dentition conique, dépourvue des dents tranchantes habituelles des carnivores terrestres. L'air relatif de son crâne et son positionnement permettent de suggérer une parfaite adaptation à la capture de poissons, notamment dans des eaux peu profondes ou des rivières calmes. De son côté, le Suchomimus, découvert un peu plus tard au Niger, présente une morphologie similaire à celle du Baryonyx, mais avec quelques différences significatives. Suchomimus, légèrement plus grand, mesurait jusqu'à 11 mètres de long, avec un museau encore plus allongé, plus étroit, et doté d'un nombre impressionnant de dents coniques intercalées, idéal pour saisir des proies rapides et glissantes comme les poissons. Ces griffes robustes et particulièrement longues ont pu servir autant à la pêche qu'au combat ou à la manipulation d'objets. De plus, les fossiles de Suchomimus montrent des adaptations posturales, indiquant une capacité à se mouvoir efficacement dans des environnements proches de l'eau. Les deux dinosaures partagent des caractéristiques biomécaniques. La forme hydrodynamique de leur tête, avec une partie inférieure en forme de bec ouvert, permettait un mouvement rapide dans l'eau pour attraper les poissons. La dentition conique évitait également de blesser la proie, permettant une prise sûre sans la déchiqueter immédiatement, ce qui est crucial lors de la capture de poissons agiles. Cette dentition contraste avec celle des autres théropodes, qui devaient infliger des morsures puissantes et tranchantes pour déchirer leur proie sur terre. Ces adaptations sont accompagnées par des habitudes alimentaires reflétées dans leurs traces fossiles. Par exemple, des restes de poissons ont été trouvés dans des fossiles de Baryonyx, preuve directe qu'il incluait ses proies dans son régime. C'est également l'intuition des paléontologues, qui ont pu reconstituer ces dinosaures comme des spécialistes de la pêche, intégrant les milieux aquatiques dans leur stratégie de chasse. Au niveau morphologique, les membres antérieurs de Baryonyx et de Suchomimus étaient puissants, avec de grandes griffes capables de saisir, de harponner ou même d'aider à dépecer leur proie. Les puissants muscles de leurs bras et la mobilité accrue de leurs doigts indiquent un usage précis et efficace de ces moyens pour manipuler leur nourriture, souvent dans l'eau. En outre, ces dinosaures présentaient probablement des comportements semi-aquatiques, capables de nager ou de patauger dans des milieux aquatiques tout en restant efficaces sur Terre. Leurs membres postérieurs robustes, mais flexibles, les rendaient aptes à évoluer dans une variété de terrains, des berges au fond peu profond. Ils devaient ainsi fréquenter des rivières, des lacs et des marécages où la richesse piscicole était abondante. L'étude de Baryonyx et Suchomimus nous invite à considérer la complexité écologique du Crétacé. Ces prédateurs ont exploité des niches alimentaires très spécialisées, témoignant d'une diversification remarquable des comportements alimentaires chez les dinosaures, souvent perçus à tort comme des prédateurs strictement terrestres. La transformation de leur crâne et de leur dentition pour la chasse aquatique
démontre également la capacité d'innovation évolutive remarquable de ces animaux. Ainsi, Baryonyx et Suchomimus incarnent des dinosaures chasseurs de poissons exemplaires, avec des adaptations physiques et comportementales qui leur ont permis de prospérer dans des environnements semi-aquatiques. Leur étude enrichit notre compréhension des régimes alimentaires disparates et des écosystèmes complexes du passé, tout en soulignant la diversité incroyable des formes et fonctions au sein du règne des dinosaures. Après avoir exploré la spécialisation piscivore de ces redoutables prédateurs, nous approfondirons bientôt la découverte de Psittacosaurus, un dinosaure aux caractéristiques tout aussi intrigantes, avec ses curieuses dents et sa queue munie de longues soies, qui illustrent à leur tour la palette étonnante des adaptations étranges chez les dinosaures. Le Psittacosaurus est un dinosaure qui intrigue autant par sa silhouette que par ses particularités anatomiques, notamment ses dents atypiques et sa queue ornée de longues soies. Ce petit dinosaure herbivore, appartenant au groupe des cératopsiens primitifs, a vécu il y a environ 125 à 100 millions d'années, pendant le Crétacé inférieur, principalement sur le territoire de l'actuelle Asie, notamment en Mongolie et en Chine. Sa découverte et l'étude de ses caractéristiques offrent une perspective unique sur l'évolution et la diversité des dinosaures, révélant des adaptations surprenantes que l'on ne trouve pas systématiquement chez ses homologues. L'une des particularités les plus remarquables du Psittacosaurus concerne sa dentition. Contrairement à d'autres dinosaures herbivores, qui se contentaient souvent de dents plates, destinées au broyage des végétaux, le Psittacosaurus possédait des dents incisives très curieuses, semblables à des quenottes pointues, surtout visibles sur sa mâchoire inférieure. Ses dents étaient orientées vers l'avant, taillées pour couper et arracher les feuilles avec précision. Cette configuration lui permettait sans doute de saisir et de trancher des plantes coriaces, ou même de consommer certains éléments que d'autres herbivores auraient trouvé difficiles à exploiter. Par ailleurs, sa mâchoire arrière était équipée de dents plus classiques, adaptées au broyage, mettant en avant un système d'alimentation complexe et diversifié. La diversité et la spécialisation de ses dents révèlent une adaptation fine à son environnement alimentaire, un équilibre subtil entre taille, forme et fonction. Elles témoignent aussi de la pression exercée par sa niche écologique, où il devait être efficace pour s'alimenter dans un environnement compétitif. Mais ce qui captive tout autant, voire davantage, chez le Psittacosaurus, c'est sa queue recouverte de longues soies, une caractéristique extraordinaire qui a été mise en lumière grâce à des fossiles exceptionnellement bien conservés. Alors que les dinosaures sont généralement représentés avec une peau écailleuse et parfois plissée, quelques espèces montrent des structures kératinisées. Mais Psittacosaurus se distingue par cette forme primitive de ce que l'on pourrait qualifier de protoplume. Ces longues soies disposées sur sa queue étaient rigides, d'allure filamentaire et disposées en faisceaux. Leur fonction précise demeure sujette à débat, mais plusieurs hypothèses concordent sur leur rôle potentiel dans la communication visuelle, la parade ou même la régulation thermique. Elles auraient pu servir à intimider des prédateurs ou des rivaux, ou attirer un partenaire, leur aspect plumette, donnant à l'animal un signal visuel distinct dans son environnement naturel. Certaines études suggèrent également qu'elles pouvaient aider à stabiliser la queue lors de déplacements rapides ou de déplacements dans des environnements complexes, jouant un rôle dans l'équilibre et la maniabilité. Cela souligne l'importance multifonctionnelle que ces soies pouvaient avoir, dépassant une simple fonction esthétique ou sociale. Le Psittacosaurus est par ailleurs l'un des dinosaures dont on possède certains des fossiles les plus complets en termes de nidification et de comportement parental, preuve qu'il pouvait couver ses œufs
et prendre soin de sa progéniture, témoignant d'un comportement plus élaboré qu'on ne l'imaginait au départ. En résumé, le Psittacosaurus nous présente une combinaison étonnante de traits. Une alimentation spécialisée épaulée par une dentition atypique et une queue équipée de longues soies primitives, montrant ainsi à la fois un savoir-faire alimentaire et une communication évoluée. Ces adaptations montrent une voie intermédiaire entre les dinosaures écailleux et les premiers oiseaux à plumes, enrichissant notre compréhension de la diversité morphologique et comportementale. Ainsi, ce petit dinosaure nous rappelle que même les formes modestes peuvent cacher des innovations évolutives majeures. Prochainement, nous explorerons un autre spécimen étonnant, Mononychus, un dinosaure manchot du désert, doté d'une pince géante et de nombreuses adaptations surprenantes, sauté entre mystère et découverte. Le Mononychus est un dinosaure remarquable, non seulement par sa taille modeste, mais surtout par des adaptations qui le distinguent nettement de la plupart de ses congénères, dont certaines évoquent presque des analogies surprenantes avec certains animaux modernes. Souvent surnommé le dinosaure manchot, en raison de la réduction extrême de ses bras et de ses mains, ce petit théropode vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années, dans des environnements arides et désertiques qui dominaient alors certaines régions de l'Asie centrale. Mononychus mesurait à peine autour d'1 mètre de long, un gabarit très réduit comparé à la silhouette habituelle des grands prédateurs carnivores. Ce qui le rend fascinant est surtout la spécialisation extrême de ses membres antérieurs. Il possédait des bras extrêmement courts, réduits quasiment à une seule pince robuste ou griffe géante, capable d'exercer une force considérable malgré sa taille. Cette griffe unique évoque une sorte d'outil naturel que le dinosaure utilisait sûrement pour excaver, creuser ou manipuler des proies ou des éléments précisément. Cette particularité est d'autant plus intrigante que, dans le même temps, le reste de son corps semblait parfaitement adapté à la vie terrestre active. Ses membres postérieurs étaient longues, élancées et musclées, dotés de pieds parfaitement calibrés pour la course rapide. Ces caractéristiques suggèrent que Mononychus était un animal agile et rapide, capable d'évoluer efficacement sur des terrains difficiles, un atout indispensable dans des paysages désertiques et ouverts. Mais à quoi pouvait bien servir cette pince singulière? Plusieurs hypothèses ont été avancées par les paléontologues. La plus répandue est que Mononychus s'en servait pour fouiller les termitières ou les nids d'insectes, creusant avec force et précision dans les structures solides du sol à la recherche de nourriture. Ce comportement se rapproche de celui des tamanoirs ou fourmiliers modernes, qui utilisent leurs puissantes griffes pour ouvrir les galeries des insectes sociaux et se nourrir de larves et de termites. Cette spécialisation, très rare parmi les dinosaures, illustre l'adaptation d'un prédateur à une niche alimentaire très précise et originale. Par ailleurs, les traits du crâne et de la mâchoire indiquent que Mononychus était probablement doté d'un bec étroit et pointu, dépourvu de dents, sans doute adapté à l'aspiration ou à la capture rapide d'insectes ou de petits invertébrés. Cette combinaison de griffes puissantes pour l'excavation et d'une tête spécialisée montre un niveau d'adaptation écologique impressionnant. Autre curiosité, Mononychus présentait un squelette très léger et pneumatisé, c'est-à-dire des os creux et remplis d'air, ce qui est une caractéristique retrouvée chez les oiseaux modernes, témoignant de la proximité évolutive avec le groupe des Maniraptoriens. Cette structure légère facilitait sans doute une grande endurance et une agilité remarquable dans son milieu naturel. Le contexte désertique dans lequel Mononychus évoluait jetait une lumière particulière sur ses adaptations. Les ressources étaient probablement rares,
ce qui obligeait cet animal à une spécialisation extrême pour survivre et exploiter les niches alimentaires peu concurrentielles. Sa manière unique de fouiller le sol pour se nourrir d'insectes illustre parfaitement cette exigence écologique. Enfin, l'étude du Mononicus enrichit grandement notre compréhension de la diversité évolutive des dinosaures théropodes, dépassant largement l'image de prédateurs à dents aiguisées et griffes nombreuses. Elle démontre que les innovations évolutives pouvaient parfois aboutir à des formes d'une grande originalité, motivées par l'adaptation à des environnements particuliers, à des modes de vie spécialisés. Ainsi, Mononicus incarne une forme inattendue de dinosaure, alliant petit format, puissance localisée et une stratégie alimentaire singulière dans un milieu hostile. Cet animal exemplifie à merveille l'exceptionnelle créativité de la nature dans l'histoire des dinosaures. Après cette immersion dans le monde du dinosaure manchot, où la surprise rime avec ingéniosité, nous nous tournerons vers un géant aux bras gigantesques et au régime alimentaire également atypique, le Deinocheirus, qui illustre une fois encore la diversité fascinante des adaptations du règne des dinosaures. Le Deinocheirus est sans doute l'un des dinosaures les plus mystérieux et étonnants découverts ces dernières décennies. Durant longtemps, il a été connu uniquement par ses gigantesques bras munis de griffes impressionnantes, laissant la communauté scientifique perplexe quant à l'apparence et au mode de vie de ce géant disparu. Aujourd'hui, grâce à des découvertes fossiles plus complètes, le portrait fascinant de cet animal s'est éclairci, révélant un mélange surprenant de caractéristiques inattendues et un régime alimentaire qui déjoue bien des idées reçues. Découvert pour la première fois dans les années 1960 en Mongolie, Deinocheirus, signifiant « main terrible », faisait référence à ses énormes bras, longs de près de 2,4 mètres avec d'énormes griffes recourbées. Pendant presque 50 ans, cet étonnant spécimen était une énigme. Que pouvait bien faire un dinosaure avec de tels bras tout en restant mystérieux sur le reste de son corps? Ce n'est que dans les années 2010 que plusieurs fossiles mieux conservés ont été publiés, dévoilant un animal colossal mesurant jusqu'à 11 mètres de long, dépassant les 6 tonnes, ce qui en fit l'un des plus grands membres de la famille des ornithomimosaures. Cependant, contrairement aux autres ornithomimosaures généralement graciles et rapides, Deinocheirus présente une silhouette massive et robuste, avec un dos large et un abdomen volumineux. Une des surprises majeures portait sur son crâne. Doté d'un bec large et aplati, dépourvu de dents, il indiquait un régime alimentaire détourné de la simple chasse ou du carnivorisme. À la place, l'analyse des structures dentaires fossilisées et des marques sur ses os et sédiments alentours suggère que Deinocheirus était omnivore, voire herbivore partiel. On suppose qu'il se nourrissait d'une grande variété de végétaux aquatiques, de petits poissons et d'invertébrés, exploitant les ressources des zones humides où il vivait. Ses bras gigantesques, munis de puissantes griffes, ne semblaient pas faits pour la chasse active de grosses proies, mais plus probablement pour fouiller dans la boue, attraper des plantes aquatiques, creuser ou retirer des poissons ou des invertébrés d'endroits difficiles d'accès. Ses bras servaient ainsi d'outils multifonctionnels, combinant force et précision. Un autre élément très particulier est la présence de structures osseuses larges sur son dos, indentées et robustes, qui ont été interprétées comme des sortes de plaques osseuses, voire des bosses, suggérant une forme de protection ou d'affichage. Ces plaques accentuaient l'apparence massive de l'animal, qui, loin d'être un prédateur agile, évoluait lentement dans son environnement aquatique et marécageux. Deinocheirus avait également des pattes postérieures rapides et adaptées,
pour marcher efficacement sur sol meuble, ainsi que des pieds larges qui facilitaient la locomotion dans des milieux instables. Sa queue était large à la base, probablement utilisée pour l'équilibre et peut-être pour nager. Le régime alimentaire surprenant du Deinocheirus remet en cause le stéréotype du grand dinosaure carnivore qui domine son environnement. Il témoigne au contraire d'une niche écologique variée, où un très grand animal pouvait tirer profit d'une alimentation plus diversifiée et flexible, permettant une survie dans des environnements lacustres ou marécageux. Enfin, son originalité tient dans ce mélange même de traits, des bras gigantesques dignes d'un prédateur redoutable, associés à un bec et un appareil digestif adapté à une alimentation plutôt végétale ou piscivore. Cela souligne la complexité de l'évolution, où les adaptations ne sont pas toujours linéaires ou prévisibles, mais davantage le fruit de pressions écologiques et de stratégies variées. Ainsi, Deinocheirus s'impose comme un exemple exceptionnel d'innovation dans le monde des dinosaures, avec une morphologie qui mêle robustesse, gigantisme et spécialisation alimentaire inattendue. Ce géant cosmopolite offre une nouvelle lecture des interactions entre anatomie et mode de vie dans le passé lointain de notre planète. Notre prochaine étape nous conduira vers un autre dinosaure aux adaptations étranges, le Concavnator, reconnu notamment pour la bosse singulière sur son dos, une caractéristique qui nous interroge sur ses fonctions possibles, oscillant entre frime, thermorégulation ou réserve d'énergie. Concavnator est un dinosaure théropode intrigant qui a captivé l'attention des paléontologues et des amateurs de dinosaures grâce à une caractéristique particulièrement singulière. Une bosse osseuse proéminente située sur son dos, formée par des épines neurales allongées sur certaines vertèbres dorsales. Vécu il y a environ 130 millions d'années, pendant le Crétacé inférieur, en ce qui est aujourd'hui le désert du Sahara au Maroc, cet animal d'environ 6 mètres de long soulève depuis sa découverte plusieurs questions fondamentales sur la fonction biologique et écologique de cette bosse. Était-elle un simple ornement de parade, une aide à la thermorégulation ou encore une réserve énergétique? Cette bosse atypique repose sur un groupe de vertèbres dorsales dont les épines neurales, c'est-à-dire les excroissances osseuses qui s'élèvent à la verticale sur le haut de chaque vertèbre, sont extraordinairement allongées, atteignant parfois jusqu'à 60 cm de hauteur. Cette configuration osseuse donne au Concavnator une silhouette immédiatement reconnaissable, constituée d'un ou deux pics osseux dressés sur son dos, plus haut vers l'avant, formant une sorte de voile ou de crête. Cette structure suscite naturellement l'intérêt, car elle est relativement rare chez les théropodes et semble indiquer un rôle important dans la vie de cet animal. L'hypothèse de la frime ou de la parade visuelle figure parmi les plus simples et plausibles. La bosse pouvait servir à attirer l'attention, que ce soit pour impressionner les rivaux mâles lors des combats territoriaux ou pour séduire les partenaires lors de la saison des amours. De nombreuses espèces modernes, des reptiles comme les iguanes jusqu'aux mammifères comme les cerfs, utilisent des structures naturellement voyantes dans ce but. Dans ce contexte, la bosse aurait été recouverte de peau colorée ou dotée de tissus spécialisés, permettant l'affichage visuel. Cependant, d'autres fonctions sont également envisagées. L'une des hypothèses les plus étudiées est celle de la thermorégulation. Le Concavnator, vivant dans un climat probablement chaud et aride, aurait bénéficié d'un dispositif lui permettant de réguler sa température corporelle. La bosse, en augmentant la surface exposée au soleil ou au vent, aurait pu contribuer à dissiper la chaleur excessive ou à capter la lumière solaire pour se réchauffer. Cette fonction est comparable à celle avancée pour les célèbres voiles dorsaux d'autres dinosaures ou de reptiles tels que le Dimétrodon, dont la structure osseuse soutenait une membrane cutanée, jouant un rôle dans le contrôle thermique.
Enfin, certains chercheurs proposent une hypothèse plus audacieuse. La bosse pourrait avoir servi de réservoir d'énergie. Imaginée comme une poche de graisse, analogue à la bosse des chameaux, elle aurait permis au concavenator de stocker des réserves de lipides pour faire face aux périodes de jeûne ou aux fluctuations de ressources alimentaires inhérentes aux environnements arides. Cette idée est plausible, compte tenu de l'adaptation à des milieux potentiellement difficiles, où la capacité à stocker de l'énergie est un avantage certain pour la survie. Cette réserve d'énergie sous forme de graisse dans la bosse reste cependant difficile à démontrer uniquement à partir des fossiles osseux. Les tissus mous étant rarement conservés, cette hypothèse est fondée sur des comparaisons avec des animaux modernes et sur la forme générale de la bosse, qui serait adaptée pour soutenir un tel usage. Au-delà de ces théories, la bosse dorsale peut aussi représenter une combinaison de fonctions, à la fois signal visuel pour les interactions sociales, modulatrice thermique pour l'équilibre corporel et réserve énergétique pour faire face à l'incertitude alimentaire. Cette multifonctionnalité est fréquente dans la biologie, où une même structure peut être utilisée de manière polyvalente afin d'optimiser les chances de survie. La découverte du concavenator et de sa bosse dévoile également la richesse de l'évolution chez les dinosaures, qui, au-delà des stéréotypes, ont expérimenté des formes et fonctions extrêmement variées. Cette diversité souligne leur capacité à coloniser des niches écologiques très différenciées et à développer des adaptations originales. Ainsi, le concavenator illustre parfaitement l'inépuisable créativité de la nature, avec une structure à la fois fascinante et mystérieuse, encore aujourd'hui sujet de débats et de recherches passionnantes. Après cette exploration de la bosse particulière du concavenator, nous allons poursuivre notre voyage au cœur des dinosaures étranges en rencontrant Kianjusaurus, surnommé Pinocchio Rex, en raison de son museau allongé, un proche parent du célèbre Tyrannosaurus Rex, mais avec des différences tout à fait marquantes que nous découvrirons ensemble. Kianjusaurus, surnommé avec affection Pinocchio Rex en raison de son museau exceptionnellement long et étroit, est un dinosaure théropode remarquable qui a apporté un éclairage nouveau sur la famille déjà célèbre des Tyrannosauridés, dont le fameux Tyrannosaurus Rex est le représentant emblématique. Découvert relativement récemment en Chine, ce dinosaure du Crétacé supérieur, il y a environ 70 millions d'années, étonne par ses traits morphologiques distinctifs, tout en partageant une parenté étroite avec le célèbre prédateur américain. Ce dinosaure mesurait environ 6 à 7 mètres de long, ce qui le rendait plus petit que son cousin américain, mais tout aussi redoutable dans son environnement. Ce qui frappe immédiatement est son museau. Allongé, fin et pointu, il contraste fortement avec le museau court et massif du Tyrannosaurus Rex. Cette ouverture étroite, accompagnée d'une dentition plus petite et effilée, laisse penser à une adaptation spécialisée, différente du style de prédation caractéristique du T-Rex, qui misait principalement sur sa puissance de morsure et la taille de ses dents pour infliger des dégâts mortels à ses proies. Cette forme allongée du museau de Kianjusaurus pourrait indiquer une adaptation au type de proie ou au mode de chasse. Contrairement au T-Rex, qui chassait probablement de grands herbivores terrestres, le Pinocchio Rex aurait pu évoluer dans des milieux plus différents, potentiellement chassant des proies plus petites, rapides ou furtives, nécessitant ainsi une approche plus fine, plus agile et plus précise que la simple morsure destructrice. Les études phylogénétiques ont confirmé la parenté proche de Kianjusaurus avec le Tyrannosaurus, le plaçant dans un sous-groupe spécifique des Tyrannosauridés, parfois appelés les Albertosaurinés, regroupant des espèces plus élancées et spécialisées dans la chasse rapide.
Cette nouvelle classification révèle la diversité insoupçonnée de ces prédateurs, qui n'étaient pas uniquement les colosses abrutissants que l'on imaginait souvent. Outre son museau allongé, Tianzhusaurus présente quelques différences marquantes par rapport à ses proches. Son crâne est plus léger et ses orbites oculaires légèrement repositionnées, ce qui peut influer sur sa vision et ses réflexes. Par ailleurs, il possède des membres antérieurs relativement plus petits encore que ceux du T-Rex, une caractéristique commune chez les tyrannosauridés, mais accentuée dans ce cas, laissant supposer que ses membres n'étaient pas sa principale arme. Son corps, élancé et adapté à la course, témoigne d'un mode de vie actif, probablement tourné vers la poursuite de petites proies rapides dans des milieux variés. Cette morphologie suggère une stratégie de chasse fondée sur la vitesse, l'agilité et la précision, contrastant avec la puissance brute et la taille massive des tyrannosauridés plus connus. Cette découverte a aussi une grande importance pour comprendre la distribution géographique des tyrannosauridés. Jusqu'à présent, ces prédateurs étaient principalement connus en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie. Mais Tianzhusaurus montre une diversification importante en Asie de l'Est et suggère que l'évolution des tyrannosauridés a suivi des trajectoires variées, répondant à des pressions écologiques spécifiques. Enfin, l'étude des fossiles a permis de déterminer que le Pinocchiorex vivait dans des environnements marécageux ou forestiers, ce qui aurait également influencé son mode de vie et ses adaptations morphologiques, notamment son museau allongé, qui aurait pu s'avérer précieux pour sonder des zones encombrées ou attirer des proies spécifiques. En conclusion, Tianzhusaurus, avec son museau allongé et ses adaptations uniques, est une illustration parfaite de la diversité évolutive au sein des tyrannosauridés. Il nous rappelle que, derrière le mythe du T-Rex, se cachent de nombreux dinosaures tout aussi fascinants, dotés de stratégies écologiques particulières et de caractéristiques surprenantes. Dans notre parcours à travers les dinosaures étranges, notre prochaine étape nous mènera vers Stygimoloch et Dracorex, deux dinosaures au crâne, ornés de bizarreries osseuses qui révèlent bien des mystères et ont souvent été entourés de mythes que nous allons disséquer avec précision scientifique. Les dinosaures Stygimoloch et Dracorex font partie de ce groupe fascinant de pachycéphalosauridés, connus pour leurs crânes épais et parfois particulièrement bizarres. Ces deux genres, proches de Pachycephalosaurus, ont captivé l'imagination du public et suscité de nombreux débats parmi les paléontologues, tant à cause de leur morphologie étonnante que des mythes et malentendus qui les entourent. L'étude détaillée de leurs bizarreries crâniennes nous offre un aperçu précieux des méthodes scientifiques visant à démêler les vérités des légendes, dans un domaine où les fossiles nous parlent parfois par fragments. Stygimoloch, dont le nom signifie « diable des enfers », est connu pour son crâne orné de pointes osseuses acérées et de bosses remarquablement saillantes. Ce dinosaure du Crétacé supérieur, découvert en Amérique du Nord, mesurait environ 3 mètres de long et possédait une voûte crânienne impressionnante, renforcée par une série d'excroissances osseuses qui lui conféraient une silhouette alarmante, voire primitive. La caractéristique la plus frappante était la présence de longues pointes dirigées vers l'arrière, ainsi que de massives boursouflures osseuses à l'avant du crâne qui, ensemble, formaient une armure réduite, certes, mais efficace, au-dessus de la tête. De son côté, Dracorex, dont le nom signifie « roi dragon », a émergé sur la scène paléontologique un peu plus tard, également d'Amérique du Nord. Ce dinosaure affichait un crâne très plat, orné de pointes osseuses, moins proéminentes mais nombreuses, donnant au visage un aspect de dragon mythique, ce qui lui a valu son nom évocateur. Dracorex était un animal plus petit que Stygimoloch, avec un museau relativement allongé, et ses caractéristiques crâniennes
tranchent par leur forme et leur disposition, dans la palette des Pachycéphalosauridés. Pendant longtemps, ces deux genres ont été considérés comme deux espèces bien distinctes, couramment représentées comme des animaux agressifs et belliqueux, notamment à cause de leurs crânes armés. Ces représentations ont nourri une image populaire d'animaux s'affrontant violemment avec leur tête, comme des bisons modernes ou des mouflons. Or, ce scénario a été largement revisité par la recherche récente. L'étude des fossiles, notamment des crânes, fait désormais pencher la balance vers une interprétation plus nuancée et parfois radicalement différente. Stygimoloch et Dracorex ne seraient en réalité que des stades juvéniles ou adolescents de Pachycephalosaurus, le dernier stade adulte présentant un crâne nettement plus massif, plus bombé et proportionnellement moins orné. En d'autres termes, les différences entre ces genres pourraient s'expliquer par des changements morphologiques survenant au cours du développement individuel. Cette théorie repose sur l'observation que les fossiles représentant les supposés crânes de Stygimoloch et Dracorex montrent des os relativement moins fusionnés, des surfaces osseuses plus rugueuses et des bosses plus proéminentes, mais moins solides que ce que l'on observe chez Pachycephalosaurus adultes. Ces caractéristiques correspondent souvent à des fossiles de jeunes animaux encore en croissance. Si cette hypothèse est confirmée, elle remettrait en cause l'existence en tant qu'espèces distinctes de Stygimoloch et Dracorex, faisant d'eux des synonymes juniors de Pachycephalosaurus, ou du moins des formes juvéniles de ce dernier, diffusant une grande variété morphologique au fur et à mesure de leur maturation. Ce cas illustre parfaitement la difficulté d'identifier les espèces uniquement à partir de fossiles partiels et la nécessité de prendre en compte les changements ontogénétiques, c'est-à-dire les transformations, au cours du développement d'un individu. Par ailleurs, les crânes de ces dinosaures renforcent l'idée que ces animaux utilisaient notamment leur tête épaisse dans des interactions sociales plus subtiles que de simples combats violents. Les bosses et excroissances pourraient avoir eu un rôle dans la parade et la communication visuelle, dissuadant les adversaires avant que des combats physiques potentiellement dangereux ne surviennent. Ceci rejoint une vision plus moderne, où les comportements d'animaux préhistoriques ne sont plus perçus uniquement à travers la lentille de la brutalité, mais aussi comme des mécanismes complexes d'interaction sociale. Enfin, les mythes entourant ces deux dinosaures illustrent combien l'interprétation populaire peut se focaliser sur des représentations spectaculaires, parfois éloignées de la réalité scientifique. Leur surnom évoquant des créatures légendaires a renforcé des images exagérées ou erronées, auxquelles la paléontologie se doit de répondre avec rigueur et pédagogie. En somme, l'étude des bizarreries crâniennes de Stygimoloch et Dracorex est un exemple fascinant de la manière dont la science progresse, démantèle les idées reçues, réinterprète les données fossiles et enrichit notre connaissance des comportements et évolutions des dinosaures. Ces animaux nous enseignent la complexité des processus évolutifs et des variations individuelles, des clés essentielles pour comprendre le passé lointain de la vie sur Terre. Notre prochaine étape sera consacrée à l'impact des environnements particuliers sur l'évolution de formes uniques, pour découvrir comment des écosystèmes isolés, la compétition et l'innovation ont façonné la singularité des dinosaures que nous connaissons. L'évolution des dinosaures est une histoire fascinante de diversité, d'adaptation et d'innovation, sous-tendue par la complexité des environnements dans lesquels ces créatures ont vécu. Parmi les facteurs majeurs ayant façonné la diversité des formes étranges et inhabituelles, l'influence déterminante de l'environnement, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle globale, mérite une attention particulière. Plongeons dans les effets que l'isolement écologique, la compétition interespèces et les dynamiques d'innovation
ont exercé sur l'apparition des dinosaures les plus singuliers. D'abord, les écosystèmes isolés, comme les îles ou certains bassins géographiques fermés, ont traditionnellement servi de véritables laboratoires naturels pour l'évolution. Ces environnements confinés ont favorisé la spéciation rapide, c'est-à-dire l'émergence d'espèces nouvelles aux caractéristiques marquées, parfois surprenantes. Chez les dinosaures, ces isolements ont pu engendrer des morphologies uniques, adaptées aux ressources limitées, aux prédateurs absents ou aux conditions climatiques spécifiques. L'effet île, bien connu chez les reptiles modernes, a probablement conduit à des phénomènes tels que le nanisme ou le gigantisme insulaire. Par exemple, certains petits dinosaures pouvaient se réduire en taille pour consommer moins de ressources, tandis que d'autres herbivores ou carnivores, dénués de concurrents locaux, pouvaient occuper des niches écologiques élargies, devenant exceptionnellement grands ou développant des traits excentriques, massues, cornes, épines, pour affirmer leur statut ou se protéger. Ensuite, la compétition joue un rôle crucial dans la stimulation de l'innovation évolutive. Dans des environnements riches mais peuplés, les espèces entrent fréquemment en concurrence pour l'accès à la nourriture, à l'espace ou à la reproduction. Sous cette pression, la sélection naturelle favorise les individus présentant des adaptations, offrant un avantage distinct, que ce soit une morphologie exotique, un comportement inédit ou une stratégie alimentaire alternative. Cette compétition interspécifique a probablement conduit à la diversification extravagante de certaines lignées de dinosaures. Des adaptations étranges, telles que les griffes géantes du Therizinosaurus, la massue caudale de l'Ankylosaure, ou encore les cornes et bras minuscules du Carnotaurus, peuvent être considérées comme des réponses à une course aux armements entre prédateurs ou entre herbivores, cherchant à se défendre ou à marquer leur domination. L'innovation, enfin, est un moteur fondamental de l'évolution, grâce auquel les dinosaures ont su explorer et investir des niches écologiques nouvelles ou inexploitées. Que ce soit par l'apparition de structures morphologiques inédites, comme les épines cervicales doubles et excentriques de l'Amargasaurus, les 4 ailes du Microraptor, ou des comportements originaux comme le soin parental observé chez l'Oviraptor, ces innovations ont permis la survie et la prolifération de lignées aux traits singuliers. Notons que ces innovations ne sont pas toujours linéaires ni prévisibles. Certains traits, considérés à première vue comme étranges ou mal adaptés, peuvent s'avérer extrêmement efficaces dans des contextes précis, révélation d'une économie écologique complexe où chaque espèce évolue selon ses propres contraintes. Enfin, l'interaction entre isolement, compétition et innovation s'est traduite par une mosaïque évolutive fascinante. Un dinosaure isolé dans un écosystème fermé, mais soumis à une forte pression de prédation ou de ressources limitées, devra nécessairement innover pour survivre, soit en développant de nouveaux moyens de sa défense, soit en diversifiant son régime alimentaire, ou encore par des comportements sociaux complexes. Ainsi, l'étude des dinosaures étranges nous offre une fenêtre sur le formidable potentiel d'adaptation de la vie. Elle nous rappelle à quel point les environnements, par leur diversité et leurs contraintes, sont des architectes puissants de la biodiversité, façonnant faune et flore à travers les âges. En perspective, ces phénomènes d'isolement et d'innovation ne se limitent pas au passé lointain. Ils nourrissent également la paléontologie moderne et la biologie évolutive, alimentant nos questionnements sur la manière dont la vie peut répondre à des contraintes changeantes, ainsi que sur les possibles formes encore à découvrir dans l'histoire de notre planète. À présent, en concluant ce voyage à travers les formes les plus étranges des dinosaures, il nous reste à explorer leur héritage dans la culture populaire, ainsi que l'inspiration continue qu'ils exercent dans le domaine florissant de la paléontologie moderne. Les dinosaures
et plus particulièrement ceux aux caractéristiques étranges ou inhabituelles que nous avons explorés tout au long de ce voyage, ont laissé un héritage colossal qui dépasse largement le cadre scientifique pour s'inscrire profondément dans la culture populaire mondiale. Leur image continue d'alimenter fascination, curiosité et créativité, tout en inspirant la recherche et les découvertes dans la paléontologie moderne. Dans l'imaginaire collectif, ces dinosaures aux morphologies atypiques, griffes géantes, cornes imprononçables, crânes épais ou bosses dorsales étranges, sont devenus des icônes symbolisant la diversité et la grandeur de la vie préhistorique. Ils incarnent à la fois la puissance brute, le mystère, mais aussi la complexité biologique que la Terre a portée. Leurs formes singulières ont pénétré les domaines du cinéma, de la littérature, du jeu vidéo et même de l'art, offrant des figures saisissantes qui captivent toutes les générations, des enfants aux chercheurs. Cette diffusion culturelle joue un rôle clé en sensibilisant le grand public à l'histoire de la vie, en suscitant l'envie d'en apprendre davantage et, en retour, en nourrissant l'intérêt pour la science. Les films à succès comme Jurassic Park ou des documentaires spécialisés ont largement contribué à populariser ces créatures, combinant souvent rigueur scientifique et narration spectaculaire. Même les dinosaures étranges, peu connus, trouvent leur place, grâce à la curiosité qu'ils titillent dans cette grande narration moderne. Par ailleurs, l'héritage des dinosaures étranges se manifeste aussi dans l'inspiration qu'ils offrent à la paléontologie moderne. Nombreux sont les chercheurs qui, fascinés par ces formes peu conventionnelles, élaborent des hypothèses innovantes, explorent de nouvelles méthodes d'analyse et repoussent sans cesse les frontières du savoir. Les anomalies et singularités morphologiques stimulent la créativité scientifique, invitent à repenser les modèles classiques et encouragent la collaboration interdisciplinaire, intégrant la biologie, la physique, la chimie et l'écologie. De plus, les techniques modernes telles que l'imagerie 3D, la tomographie ou encore les modélisations informatiques de comportement immergent le public et la communauté scientifique dans la reconstitution vivante de ces créatures, faisant revivre leurs formes et comportements. Ces technologies innovantes permettent d'approfondir la compréhension des adaptations étranges et des modes de vie singuliers qui défièrent les normes. L'étude de ces dinosaures atypiques alimente également les réflexions sur l'évolution biologique et écologique, utiles pour prévoir les évolutions actuelles face aux changements climatiques et aux pertes de biodiversité. Ils sont ainsi des modèles d'étude pour comprendre les mécanismes d'adaptation, d'innovation et même d'extinction. Enfin, le lien émotionnel que ces animaux mystérieux créent avec l'humain témoigne d'une connexion profonde à la nature, à la mémoire de la Terre et à notre place dans l'histoire du vivant. Ils nourrissent l'émerveillement scientifique et artistique, incitant au respect et à la conservation de notre patrimoine naturel. En conclusion, les dinosaures étranges ne sont pas de simples curiosités du passé. Ils sont des porteurs d'histoire, des sources d'inspiration et des emblèmes puissants, tant dans la culture populaire que dans la recherche paléontologique. Leur richesse morphologique, comportementale et adaptative continue de fasciner et d'éclairer, offrant un pont entre le lointain passé et les sciences du présent. Alors que notre exploration touche à sa fin, rappelons que chaque découverte, aussi étrange soit-elle, contribue à tisser la grande fresque de la vie sur Terre, soulignant combien le règne des dinosaures fut un creuset d'innovation et de diversité, dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans notre imaginaire et nos connaissances.